Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles ? C'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Bien entendu, tous les intérêts, toutes les tendances, tous les désirs ne seront pas comblés. Il vous arrive, comme à moi, en ouvrant le journal ou en tournant le bouton du poste, d'apprendre que tout va mal. En vérité, qui le croit réellement? Et je crois qu'Anémone veut aussi vous exprimer ses vœux. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur, la santé et le succès. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Ce qui paraissait très lointain et qui a longtemps symbolisé le futur, l'an 2000, est devenu contemporain, immédiat. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont vivre ces instants avec un peu d'émotion, un peu d'étonnement, une certaine appréhension parfois, née du sentiment que s'achève une époque dont on possédait les clés, dont on maîtrisait les règles et les habitudes. Cette crise, qui sanctionne 30 années de désordre planétaire dans l'économie, le commerce, la finance, la monnaie, cette crise inouïe, sans doute la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, cette crise n'est pas terminée. Il faut faire participer la finance à la réparation des dégâts qu'elle a provoqués. C'est une question d'efficacité, c'est une question de justice, c'est une question de morale. C'est une chance, oui, c'est une chance d'être français dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est fort de cette conviction que je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette année nouvelle. Que vous dire après tout ça? Eh bien, qu'au-delà des promesses, vous le savez, qui n'engagent que ceux qui les écoutent, ne comptez que sur vous et vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Quant à moi, je vais vous offrir, comme chaque année, cette phrase de Prévert que j'adore. Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Très belle année 2017 et surtout, gardez-vous bien. Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. 2022 sera une année d'élection, enfin. Nous aurons à élire au printemps prochain le président de la République, puis à désigner nos représentants à l'Assemblée nationale. Malgré la pandémie, ces scrutins essentiels devront se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et toutes les sensibilités politiques du pays doivent y œuvrer. J'y veillerai. Tout particulièrement. Nous aurons donc cette année des choix majeurs à faire pour notre nation. Ces choix, nous les ferons avec la conviction que la France
a un chemin singulier, unique à poursuivre. Nous les ferons, je le sais, en étant fidèles à l'esprit de résistance, l'esprit de tolérance et le choix de notre avenir commun qui nous ont toujours inspirés. Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur. Mes chers compatriotes, j'ai travaillé, et nous avons travaillé sans relâche depuis bientôt 5 ans, afin que la France soit écoutée, respectée en Europe et dans le concert des nations. Elle l'est. À faire progresser notre pays dans l'unité aussi, chemin bien difficile, car il est si aisé d'opposer les générations, les catégories sociales, les origines, les territoires, mais chemin nécessaire. Car lorsqu'il est rassemblé, rien ne peut résister au peuple français. En vous souhaitant ce soir une année pleine de bonheur et d'accomplissement personnel, je forme donc pour nous tous ce vœu. Continuons à respecter nos différences, à avoir confiance en ce que nous sommes, à regarder avec courage, audace et lucidité notre avenir pour agir. Décidons pour nous-mêmes d'être tout à la fois enracinés dans notre langue, notre culture, notre laïcité et épris de liberté, d'universel, de créativité. Restons unis, bienveillants, solidaires. Restons du côté de la vie. C'est là ce que nous nous devons à nous-mêmes. Alors, 2022 sera l'année de tous les possibles. Vive notre Europe, vive la République et vive la France. C'est un monument qui est connu, qui est international, donc moi je trouve ça plutôt chouette et dommage qu'il l'ait enlevé. Je me sens européenne. Pour moi, l'Europe, c'est un pas vers le monde. C'est pas mondial, mais c'est le pas qui va vers le monde. Donc oui. Il aurait fallu qu'ils mettent le drapeau français avec. La France fait partie de l'Europe, mais ici, c'est pas l'Europe. Pour moi, il n'y a pas de polémique. Que le drapeau européen soit mis le 1er janvier parce qu'on a la présidence de l'Europe, je trouve ça normal aussi. Mais là, ce qui nous étonne, c'est qu'il n'y a plus du tout de drapeau, là. C'est étonnant. Ils ont tout enlevé, en fait. Mais il n'y en a pas toujours, vous savez ça ? Ah non, on croyait qu'il y avait toujours le drapeau français ici. L'autre polémique du jour, et là vos points de vue se sont opposés, la France insoumise et la République en marche de manière très marquée, c'est le drapeau européen qui flotte sous l'Arc de Triomphe. On l'a vu hier dans la déclaration du président de la République, puis tout au long de la soirée, c'est un événement marquant, on peut voir l'image, emblème de la présidence française de l'Union ce semestre. Antoine Léaumont, votre tweet, vous avez réagi là-dessus, j'aimerais qu'on voit votre tweet. Ouais. Personnellement, je préférerais qu'on enlève cette horreur, dites-vous, et qu'on le remette, le drapeau de la patrie. Et le tweet a d'autant plus marqué que vous retweetez en le commentant le tweet de Valérie Pécresse qui elle-même... de mettre les deux. Pardon ? Qui proposait de mettre les deux côte à côte. Voilà, exactement. Expliquez d'abord votre point de vue parce qu'il y a eu beaucoup évidemment de réactions un peu critiques, parfois même choquées contre vous en disant d'abord vous retweetez Mme Pécresse, à qui beaucoup reprochent d'avoir été dans la roue de Mme Le Pen et de M. Zemmour. Alors,
Si j'ai 2 minutes pour l'expliquer complètement, parce qu'il faut que je puisse le dire. Votre vis-à-vis vous répondra. D'abord, premier problème avec ce drapeau européen, le peuple français a voté non avec le TCE en 2005. Il était contenu dans le traité constitutionnel européen à l'article 1-8 très précisément. Le peuple français a voté non, et lors du vote sur le traité de Lisbonne au Parlement français, il a été retiré, les symboles de l'Union européenne, donc le peuple français a voté non à ce symbole-là. Premier problème. Deuxième problème, et c'est un problème plus profond, le drapeau européen est un symbole religieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son créateur, Arsène Heitz, qui dit, je vous cite ce qu'il disait dans une revue catholique. C'est un symbole marial. C'est un symbole marial. J'ai eu subitement l'idée de mettre les 12 étoiles de la médaille miraculeuse de la rue du Bac sur fond bleu, couleur de la Sainte Vierge, et mon projet fut adopté à l'unanimité le 8 décembre 1955, fête de l'Immaculée Conception. C'est donc un symbole religieux qui pose un problème pour les Français qui défendent la laïcité. Ensuite, pardon, certains diront... Alors, non, mais là-dessus, qu'on ait chaque point de vue et la réponse. Après, vous direz... Oui, mais attendez, quand même là-dessus, symbole religieux... Symbole religieux. Écoutez, déjà, ce débat est complètement effarant. Alors l'argument l'est encore plus. Vous avez du mal avec dire les que faits, le drapeau européen. C'était en 1989. Peut-être, mais enfin. La France, non mais s'il vous plaît, la France prend la présidence de l'Union européenne, ça n'est pas arrivé depuis 13 ans, nous sommes fiers, nous affichons ce drapeau, nous l'avons éclairé sur la tour Eiffel qui est magnifique, je ne vois pas qui ça peut choquer à part les populistes et les extrêmes, l'extrême gauche dont vous faites partie, la France insoumise, et l'extrême droite, et Valérie Pécresse qui est à la roue de l'extrême droite. Vous n'êtes pas choqué par le fait qu'un drapeau contre le peuple français, contre lequel le peuple français a voté. Les Français au contraire ont trouvé cet éclairage et cet affichage extrêmement beau, et je vais vous dire, le drapeau européen c'est aussi le drapeau de la paix, et il fait honneur aussi à tous les combattants qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et la construction européenne n'en est que... Ça n'est pas une question de beauté, c'est une question de principe. Je ne dis pas qu'il est beau ou qu'il n'est pas beau, je m'en fiche de savoir s'il est bleu avec des étoiles d'or, puisque c'était ça le symbole de l'Union européenne. Vous êtes en train de partir sur un débat sur la laïcité, ça n'a rien à voir. Mais excusez-moi, c'est quand même un énorme problème qu'un symbole qui est un symbole religieux serve de symbole pour le peuple européen, alors même qu'en plus le peuple français a voté contre. Mais par ailleurs, je veux dire pourquoi je défends le drapeau tricolore et pourquoi ça fait une grosse différence avec ce que disent M. Zemmour et ce que dit Mme Le Pen. Parce qu'on m'a fait le reproche à moi d'aller sur les mêmes rapports que M. Zemmour et que Mme Le Pen. Ce drapeau tricolore, il naît au moment de la Révolution française. C'est un symbole qui met au milieu la couleur des rois, le blanc, encadré par le peuple. C'est-à-dire, c'est une défense de la souveraineté du peuple. Et je veux dire, pour aller jusqu'au bout, que cette souveraineté du peuple s'accomplit à la fin avec la Première République qui naît le 21 septembre 1792 après la victoire de Valmy où nous avons chargé au cri de Vive la Nation. Je vais juste finir sur ça. Vous convoquez la très grande histoire, mais pardon. Bien sûr, mais quand même, là, le soldat inconnu, c'était pas Valmy. Je vais devoir aller jusqu'au bout de ça pour vous dire pourquoi c'est contradictoire vis-à-vis de l'extrême droite. La Constitution de 93 lie le droit à la citoyenneté à la chose suivante. Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli. Tout étranger, et c'est là que ça devient intéressant, tout étranger âgé de 21 ans accompli, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, acquiert une propriété, épouse une Française, adopte un enfant, nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen de français. On voit que le code de la nationalité tel qu'il est créé à l'origine même, au moment où naît le drapeau français, au moment où naît la Marseillaise, au moment où naît la devise liberté, égalité, fraternité, au moment où naissent les mots patriote et nation, est directement lié à l'identité républicaine. Aujourd'hui, 2022, pas nier que l'Europe est plutôt un facteur de paix et que ça évite plutôt que les Allemands et les Français se battent. Allez dire ça aux homosexuels en Pologne, par exemple. Allez dire ça aux homosexuels en Pologne. L'Europe fait pression pour eux. L'Europe fait pression, mais elle ne fait pas suffisamment pression. Allez dire ça aux gens qui étaient à la L'Europe se bat frontière. vraiment pour les minorités. Mais l'Europe est en train d'augmenter sans arrêt les tensions. Non, l'Europe est en train d'augmenter sans arrêt les tensions avec la Russie. Elle est en train de se mettre dans le jeu de l'OTAN. Anti-européen et vous vous abritez derrière des arguments. Vous convoquez l'histoire et des arguments, mais totalement fallacieux en parlant de laïcité, de symboles religieux, etc. Assumez ce que vous êtes. Votre formation politique tient ce discours sur l'Europe. Ce n'est pas notre vision. Nous pensons que justement, nous croyons en l'Europe et le président Emmanuel Macron porte la voix de la France au sein de l'Union européenne pour justement profiter de cette présidence française et relancer la construction. Par ailleurs, c'est un autre problème. Vous avez décidé de prendre la présidence française de l'Union européenne alors même que nous sommes dans une année d'élection. Vous savez très bien que vous faites ça pour vous servir de la présidence française de l'Union européenne à l'intérieur de l'élection présidentielle. C'était prévu depuis bien plus longtemps que cela. Oui, mais il a été proposé que ça soit reporté. Assumez votre vision de l'Europe. Mais j'assume ma
vision de l'Europe. Je suis opposé à cette Union européenne. Ne convoquez pas des arguments qui n'ont rien à voir avec ce drapeau qui, encore une fois, fait honneur à cette présidence. C'est vous qui confondez des arguments. Je crois que c'est un débat, finalement, vous savez, qui intéresse bien peu les Français qui nous regardent, alors même où nous affrontons une crise sanitaire majeure et où l'Europe s'est montrée à la hauteur, notamment en matière de vaccin. Mais vous êtes contre aussi le vaccin, donc assumez là aussi ce que vous êtes. Vous l'avez redit sur un plateau avant. Vous voyez, madame, vous n'arrivez pas. Vous l'avez dit à l'une de mes collègues députés, vous êtes contre la vaccination. Non, vous n'arrivez pas à argumenter contre moi sans venir. Votre seule proposition de la France Insoumise, c'est des purificateurs d'air. C'est la seule proposition que vous avez faite dans l'hémicycle. C'est une des propositions, en effet, que vous ne mettez pas en œuvre. Est-ce que c'est à la hauteur? Madame, c'est une des propositions, en effet, que vous ne mettez pas en œuvre. Mais vous avez menti en disant que je suis contre la vaccination. Mais vous l'avez dit vous-même sur un plateau avant-hier. Madame, soyez clair là-dessus, soyons clairs, comme ça on va pas dire ce que vous avez dit ou non, mais là, vous êtes vacciné vous-même? Pardon, Antoine, juste pour être clair, comme ça. Je vais vous répondre à la question, mais d'abord, je voudrais signaler quelque chose qui se produit. Vous me dites, vous êtes opposé à la vaccination. Je vous dis non. Vous me dites si. Mais vous l'avez dit vous-même avant-hier sur un plateau télévisé. Donc maintenant, je vais vous dire, je suis vacciné, j'ai fait ma 3e dose, j'ai encore mal au bras à cette heure-ci. Donc, c'est pas ça la question. Et par ailleurs, madame, pardon, parce que sinon on vous entend plus, qu'on comprenne bien. Vous appelez à la vaccination générale de tous. Je le fais sans arrêt sur tous les plateaux. La vaccination, encore une fois, mais là on s'éloigne du sujet, vous voyez. Alors, revenons à l'Europe. Est l'un des moyens de Antoine Léaumont, est-ce qu'il n'y a pas quand même, pardon, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu gênant de vous retrouver avec une forme d'extrême droite ou de droite nationaliste? Voilà, beaucoup disent c'est la grande union rouge-brune. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce qu'on les voit. Je viens d'y répondre. Bien sûr, je viens de répondre que le drapeau. Est-ce que vous êtes anti-européen ou non, quoi? Mais j'y ai répondu tout à l'heure. Je vous dis que je suis européen parce que je suis internationaliste. Mais si vous me laissez répondre 2 minutes, madame. Non, mais c'est important pour les Français qui nous regardent. Vous employez sans cesse le jeu, la première personne. Moi, je vous demande si votre formation politique, la France Insoumise, appelle à la vaccination, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent. Vous êtes en dehors du débat. J'y ai déjà répondu. Vous êtes en dehors du débat, j'ai déjà répondu. Vous représentez la France Insoumise sur ce plateau. Je réponds sur l'Europe parce que le sujet. Je souhaite pas savoir ce que pense M. Léaumont. Vous êtes en train de vous ridiculiser à l'heure actuelle parce que j'y ai déjà répondu. Nous avons appelé à la vaccination, je viens de vous le redire. Donc maintenant, je voudrais répondre sur l'Union européenne et sur une question qui est importante parce qu'on m'accuse de m'associer à l'extrême droite. Ça me semble un peu plus important que les trucs que vous répétez en boucle qui n'ont pas de sens. Donc sur cette différence qui nous opposera toujours entre l'extrême droite et nous avons, une vision de la nation. Mais quoi, l'Europe, là, elle est trop libérale pour vous? Il faut répondre d'abord sur la nation. Nous avons une vision de la nation qui est une vision de la nation républicaine. Et vous avez la différence fondamentale qui s'expose dans les fins des discours de Jean-Luc Mélenchon et dans la fin des discours d'Éric Zemmour. Éric Zemmour dit « Vive la République et surtout vive la France ». Jean-Luc Mélenchon dit « Vive la République, vive la France, mais surtout vive la République ». Pourquoi? Parce que nous considérons que l'identité nationale, c'est une identité politique en France. C'est une identité politique autour d'un triptyque liberté, égalité, fraternité, n'en déplaise d'ailleurs aux gens d'extrême droite, qui a été inventé par Robespierre. Et ce symbole-là est ce qui nous unit. J'ai dit quel était le code de la nationalité française à ses débuts, au moment où nous inventons même l'idée de nation. Et cette idée-là, c'est pas une question d'être pro ou anti-européen. Jaurès disait un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramènent. Est-ce que c'est pas, un renoncement à une certaine gauche? On se rappelle Jean-Luc Mélenchon qui était mitterrandiste, qui était sans doute l'un des plus européens. Dieu sait s'il y avait beaucoup de convictions flottantes chez Mitterrand, mais sur l'Europe, il était très net. Il faut regarder ce qui est dans notre programme. Nous ne proposons pas la sortie de l'Union européenne, nous proposons de mettre en œuvre un programme qui est en rupture avec les traités libéraux de l'Union européenne, qui est en rupture avec, par exemple, le fait qu'une délocalisation sur 2 à l'heure actuelle a lieu en Europe. Et nous proposons donc, pour aller jusqu'au bout, d'appliquer notre programme en utilisant l'opt-out sur les parties des traités européens qui seraient contradictoires avec ce programme. Réponse là-dessus, juste alors, sur l'Europe libérale. Mais nous croyons, ce qui nous différencie fondamentalement, c'est que vous ne croyez pas dans l'Europe, et donc vous pouvez utiliser tous les arguments de la Terre, que le drapeau est un symbole religieux, que l'Europe est ultralibérale, etc. Nous croyons au contraire que la souveraineté de la France, et notamment sa souveraineté industrielle, économique, mais aussi sanitaire, et cette crise l'a démontré, eh bien, passe par l'Europe, par cette Europe de la paix à laquelle nous tenons tant, et nous sommes fiers d'afficher ce drapeau, ne vous en déplaise. Le regard de journaliste politique Mathieu Souquier, ce pari d'Emmanuel Macron sur l'Europe, en début de cette année tellement décisive pour lui, est-ce que c'est un bon pari? Sur quoi est-ce qu'il peut s'appuyer? En tout cas, le débat démontre bien qu'on est entré en campagne et que dans cette campagne, comme dans toutes celles qui ont précédé, en réalité, l'Europe est souvent instrumentalisée. Alors pardon, mais il est très probable que Emmanuel Macron
président pendant quelques mois de l'Union européenne, va nécessairement faire un usage politique de cette présidence, et c'est en fait assez logique. Mais de la même façon, alors il m'avait échappé que la France insoumise avait effectivement adopté la même position que Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse sur la polémique liée au drapeau. Je note deux choses en réalité. Est-ce que cette polémique, elle est juste, et est-ce que cette polémique est efficace? Si cette polémique est juste, ça veut dire qu'effectivement, l'Europe telle qu'on l'a connue au cours des dernières semaines n'a servi à rien. Or, en réalité, dans la gestion de la crise sanitaire et dans la gestion des crises, dans la gestion des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, on a vu que l'Europe avait servi à quelque chose. Elle a servi à quelque chose d'abord parce qu'elle a permis en fait de se doter d'une vaccination mutualisée et aujourd'hui relativement efficace, puisqu'on observe que les opinions publiques européennes sont plus vaccinées que les autres. Et deuxième dimension, elle a permis en France de financer la politique du quoi qu'il en coûte. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne. Oui, bien sûr, puisqu'elle a permis en fait d'afficher une solidarité budgétaire entre États européens et de faire sauter un certain nombre. Je ne rentre pas dans la polémique, mais je note que l'Europe a en tout cas permis au cours des derniers mois pas mal de choses en matière de gestion de la crise. Et deuxième dimension, je note que dans l'opinion, alors même que la notion de frontière est beaucoup revenue dans le débat public, dans les enquêtes que nous avons, nous observons que la demande d'Europe n'a pas diminué. Et au contraire, en réalité, l'adhésion au projet européen depuis le début du quinquennat s'est plutôt renforcée. Et elle s'est même encore renforcée depuis un an, depuis la pandémie. Puisque précisément, les opinions ont vu en fait le bénéfice qu'on pouvait tirer de la coopération européenne. Volontairement un peu provocante, parce qu'il aurait suffi de mettre le drapeau français à côté du drapeau européen, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait, puis voilà, ça passait, il y aurait eu très peu de commentaires. Là, il y a eu... J'ai bien noté en tout cas la polémique qu'ont souhaité faire Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Je ne sais pas dans quelle mesure l'opinion y sera réellement sensible. À l'aune de ce que je disais, et je note même en fait les termes qui ont été employés par les trois leaders politiques que je citais, outrage, provocation, et même Valérie Pécresse qui parle d'un effacement de notre identité nationale. Pour trois candidats qui précisément revendiquent la singularité et la force de notre culture, imaginez que quelques jours d'un drapeau européen sous l'Arc de Triomphe puisse menacer pour de vrai notre identité, paraît tout à fait exagéré. Et d'ailleurs, dans quelques jours, le drapeau français sera ajouté ou rajouté. Est-ce que c'est une forme de reculade ou c'était prévu? C'est pas si net que ça. Non, officiellement, c'était prévu. C'était prévu, et il faut aussi préciser, pour ceux qui nous regardent, que vous avez toute une liste de monuments nationaux qui ont arboré le drapeau européen. Il y a la Tour Eiffel, effectivement l'Arc de Triomphe, le Sénat, l'Assemblée nationale. C'était un peu plus d'une heure. C'était sur la Tour Eiffel. Il dit regardons vers l'avenir. Voilà, donc plusieurs monuments qui justement mettent à l'honneur cette présidence française de l'Union européenne, dont encore une fois, je pense que nous pouvons être fiers, puisqu'elle va augurer plusieurs mois, je l'espère, de réformes majeures au niveau européen que le président Emmanuel Macron aura à cœur de porter. Merci aux uns et aux autres, monsieur l'officier de la Légion d'honneur. Vous avez sur le revers, mais c'est le triangle rouge des communistes. Tout à fait. C'était un triangle qui était porté par les ouvriers pour dire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Et aujourd'hui encore, nous sommes ceux qui défendent la diminution du temps de travail. Voilà, chacun à son revers, vous avez l'insigne de la DPC, l'Assemblée nationale. Pour en parler, l'Union européenne, durée maximum du travail, 48 heures actuellement encore. C'est bien l'Union européenne qui protège. Les résultats de ce premier tour, on va les découvrir avec notre partenaire Opinionway pour CNews. Il s'agirait de voir ces résultats. On a évidemment ce chiffre de l'abstention, 26,5% pour l'abstention importante. Est-ce qu'elle va impacter le scrutin, favoriser tel ou tel candidat, favoriser encore une fois les alliances entre chaque camp, la droite, la gauche, si elles existent encore. Et puis il y a évidemment Emmanuel Macron qui, au milieu de tout ça, a jonglé entre sa présidence et sa candidature.